Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer la fièvre aiguë avec le professeur Amandine Gagnon-Brunon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Pour commencer, qu'appelle-t-on une fièvre aiguë ? Alors une fièvre aiguë, c'est une fièvre qui dure depuis moins de 5 jours. Et finalement, comment définit-on la fièvre ? C'est le fait d'avoir une température corporelle supérieure à 38 degrés Celsius le matin et 38,3 le soir. Alors, il faut retenir qu'il y a des conditions pour prendre la température. Globalement, il faut que ce soit après 20 minutes de repos et à distance d'un repas, et on privilégie la voie axillaire, et bien entendu, on rajoutera 0,5 à la température observée sur le thermomètre avec cette voie. Et pourquoi distinguer fièvre aiguë de la fièvre prolongée ? Alors comme je le disais, la fièvre aiguë, elle dure depuis moins de 5 jours, et là, on va trouver comme cause principale les causes effectivement infectieuses. Et la fièvre prolongée, elle est là depuis plus de 3 semaines. Et là, les causes infectieuses ne représentent plus que 40% des étiologies. Et on va retrouver comme étiologie les maladies inflammatoires systémiques, les causes médicamenteuses et les pathologies malignes. Alors vous allez me dire, les fièvres prolongées, elles commencent toutes par être aiguës. Effectivement. Mais voilà pourquoi on va distinguer les choses. Et entre la fièvre aiguë et la fièvre prolongée, on va avoir finalement se croiser à la fois les étiologies infectieuses et non infectieuses. Et quelle est la première chose à faire devant une fièvre aiguë ? La première chose à faire, c'est rechercher les signes de gravité. C'est essentiel. La première chose, c'est vraiment distinguer si le patient est grave ou non. Alors, il y a un score rapide, le QuickSOFA, qui permet d'identifier les patients qui nécessitent d'emblée un transfert en soins critiques. Dès qu'on a un score de Glasgow inférieur à 15, on a un point, une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute et une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure. C'est à partir de 2 points à ce QSOFA qu'on doit être admis en réanimation. Cependant, les scores, c'est parfois un peu imparfait. Donc, il est important que vous connaissiez les autres signes cliniques de gravité. Moi, j'aime bien les distinguer en atteinte neurologique, atteinte cardio-respiratoire, atteinte cardio-circulatoire et atteinte respiratoire. L'atteinte neurologique, si vous êtes fébrile et que votre Glasgow est inférieur à 15, ça va déjà pas, il faut vous inquiéter. Concernant l'atteinte cardiovasculaire, la pression artérielle systolique inférieure à 100 ou moins de 30% par rapport à la valeur habituelle, la présence de marbrure, l'oligurie définie par une diurèse inférieure à 0,5 ml/kg par heure, une cyanose, sont des signes de gravité cardiovasculaire. Sur le plan respiratoire, dès que la fréquence respiratoire est supérieure à 22, dès qu'il y a une dyspnée, un tirage, un balancement thoraco-abdominal ou une saturation en oxygène inférieure à 90%, il y a un critère de gravité. Et du coup, quelle est la seconde chose à faire ? Identifier le terrain. Vous n'allez pas vous comporter de la même façon devant un patient immunodéprimé, devant notamment une suspicion de neutropénie fébrile, chez un patient splénectomisé ou présentant un autre déficit immunitaire que devant un patient immunocompétent. Pareil, les comorbidités doivent être prises en compte, à la fois parce qu'elles sont un facteur de risque de certaines infections et qu'elles risquent aussi de décompenser au cours de l'épisode infectieux. C'est le cas du diabète, de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, de la cirrhose. Bien entendu, l'âge du patient doit également être pris en compte. Et puis, je suis personnellement très intéressée par l'endocardite infectieuse, donc il est important de savoir si le patient est porteur de valve prothétique ou pas. La grossesse, puisqu'elle expose à l'augmentation du risque infectieux, notamment vis-à-vis de la pyélonéphrite aiguë, mais elle expose aussi à une augmentation du risque de certaines infections, comme les infections à Listeria. Y a-t-il eu une hospitalisation récente qui pourrait nous faire évoquer une infection associée aux soins, une chirurgie récente avec implantation de matériel et bien entendu aussi la notion d'un retour de voyage et notamment le retour de voyage de zone tropicale. Et la suite ? Alors à la suite, bien entendu, une fois que vous avez éliminé ces signes de gravité et les terrains qui doivent vraiment signaler et vous mettre en alerte, il faut reprendre votre interrogatoire pour rechercher les antécédents, les notions de comptage, éventuellement les loisirs, les traitements, la prise de risque sexuel par exemple. Il faut ensuite à l'examen clinique rechercher les points d'appel. Alors les points d'appel infectieux qui doivent déclencher une alerte chez vous, c'est la présence d'un syndrome méningé, la présence par exemple d'un souffle cardiaque, la palpation abdominale, l'auscultation pulmonaire, mais également les signes fonctionnels urinaires, les atteintes au niveau des organes génitaux, les signes cutanés. Attention, notamment certains signes cutanés comme le purpura fulminans sont des signes de gravité. On va également palper les aires ganglionnaires et également faire un examen
ostéo-articulaire. Ensuite, c'est important de comprendre qu'il faut lutter contre la déshydratation liée à la fièvre et par degré au-dessus de 37 degrés, on augmente nos pertes hydriques de près de 400 ml. Donc bien inciter son patient à bien s'hydrater, voire proposer une hydratation par voie intraveineuse. Et qui hospitaliser ? Alors dès que vous avez des signes de gravité, hospitalisation. Les femmes enceintes, les patients présentant un terrain à risque, notamment les patients immunodéprimés, les patients qui ne pourront pas prendre d'antibiotiques par voie orale, les personnes isolées qui ne vont pas pouvoir effectuer de surveillance par un tiers de l'évolution de leur maladie, et en cas d'absence d'amélioration après 48-72 heures de traitement antibiotique, si on n'a pas d'éléments pour une infection virale, si on est plutôt dans le cadre d'une infection bactérienne. Et du coup, avec quel examen ? Alors systématiquement, si on a des signes de gravité ou un terrain à risque, ou si cette fièvre dure depuis plus de 72 heures, on va réaliser une numération formule plaquettaire, un ionogramme sanguin avec dosage de l'urée et de la créatinine sérique, un bilan de coagulation, des hémocultures, une radiographie de thorax, parce que par ordre de fréquence, les infections pulmonaires sont parmi les plus fréquentes. Et puis, bien entendu, on va aussi cibler en fonction de l'interrogatoire, de l'examen clinique. Les infections urinaires sont des infections fréquentes, donc l'examen cytobactériologique des urines peut être parmi les premiers examens à réaliser. Lorsqu'on a une fièvre sans point d'appel, avec des signes de gravité, on doit demander la réalisation d'un scanner thorax abdominopelvien à la recherche d'un foyer infectieux profond. Lorsqu'on a une infection manifestement virale, il n'y a pas lieu de faire d'examen complémentaire. Pour les infections bactériennes localisées, par exemple les infections ORL, il n'y a pas forcément lieu de faire des examens complémentaires à la prise en charge initiale. S'il n'y a pas de facteur de risque, de comorbidité ou de situation particulière, une fièvre aiguë isolée fait plutôt évoquer une infection virale et permet de temporiser la réalisation d'examens paracliniques. En cas de nécessité de réaliser des hémocultures, comment ça se passe ? On peut donc demander la réalisation d'hémocultures même en laboratoire de ville. Il faudra prélever des hémocultures aérobie et anaérobie. Et l'élément important, c'est de récolter au moins 40 à 60 mm de sang pour qu'il soit mis en culture. La ponction veineuse est unique après antisepsie cutanée. Bien entendu, lorsqu'il y a un patient qui est à risque d'endocardite infectieuse, porteur de valve, cardiopathie à haut risque, il faut préciser qu'il y a une suspicion d'endocardite infectieuse parce que les hémocultures seront incubées plus longuement. Et qu'est-ce que le sepsis ? Alors le sepsis, c'est une dysfonction d'organes qui peut menacer le pronostic vital et qui est causée par une réponse inappropriée de l'hôte à une infection, au moins présumée. On peut avoir un sepsis sans que l'infection soit déjà documentée. À partir du moment où vous avez la présomption d'une cause infectieuse, on peut évoquer le diagnostic de sepsis. Et le choc septique ? Le choc septique, c'est finalement un sepsis qui ne répond pas au remplissage vasculaire. Je rappelle que le remplissage vasculaire, c'est 30 ml kg et par heure. Et qui nécessite donc le recours à des amines vasopressives comme la noradrénaline pour conserver une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65 mm de mercure et des lactates inférieurs à 2. Comment peut-on estimer la pression artérielle moyenne ? Alors effectivement, si vous êtes au domicile du patient, au cabinet ou même aux urgences, votre patient n'est pas systématiquement équipé d'un cathéter de monitorage de la pression artérielle. Donc on peut l'estimer en faisant l'opération relativement simple, pression artérielle systolique plus 2 fois la pression artérielle diastolique divisée par 3. Avec quel traitement ? Alors les antipyrétiques ne sont pas systématiques devant la fièvre, en tout cas chez l'adulte. Chez l'enfant en très bas âge, la question peut se poser du risque de convulsion fébrile. Chez l'adulte, si la fièvre est bien tolérée, il n'y a pas de nécessité de mettre systématiquement en place un traitement antipyrétique. On mettra en place une antibiothérapie probabiliste dès lors qu'il y aura des signes de gravité, un sepsis, un purpura fulminans, une neutropénie fébrile notamment. Si possible, il faut toujours prendre quelques minutes pour faire les prélèvements microbiologiques pour établir un diagnostic parce qu'on sait que l'adaptation secondaire du traitement antibiotique à la bactérie responsable du sepsis est un élément de bon pronostic et réduit la mortalité des infections bactériennes sévères. Et bien entendu, une fois que le diagnostic est établi, on pourra débuter un traitement étiologique. On peut aussi le débuter dès qu'on a réalisé les prélèvements. Et quelles sont les causes non infectieuses de fièvre aiguë ?
Alors si vous faites du sport par pleine canicule, bien entendu, on s'expose au risque de coup de chaleur qui va entraîner effectivement de la fièvre. Certains médicaments, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les neuroleptiques peuvent donner des fièvres aiguës. Certaines endocrinopathies peuvent donner des fièvres aiguës. On peut en voir notamment dans la thyroïdite de De Kervin. Les traumatismes, la thrombose et bien entendu les pathologies inflammatoires systémiques, soit au diagnostic, soit en cours de poussée, et certaines néoplasies, puisque comme je le disais tout à l'heure, toute fièvre prolongée commence d'abord par durer moins de 5 jours. Merci beaucoup, professeur Amandine Gagnon-Brunon. Merci Anthony. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.